ça m'a mis à l'erreur parce que ta façon de penser ne correspond pas à la donc, bonjour à tous, merci d'être venus, hein, ça me fait très plaisir. Donc je vais débuter, je vais vous présenter les membres de mon jury. Donc en face de moi, Olivier Mussard, géographe et chargé de mission aux aires marines protégées de Brest. Luc Talassinos, travaille à la DREAL PACA. Stéphanie Bettier, enseignante et paysagiste des PLG. Alain Frétet, enseignant et paysagiste des PLG. Et Jacques Collina-Girard, géologue sous-marin à Marseille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du paysage sous-marin, avec comme titre « Calanque de Porpin, sous la surface un paysage ». Pour débuter, je vais distinguer deux approches, celle en apnée et celle en bouteille. Donc la plongée en bouteille, c'est tout un équipement qui est nécessaire. La combinaison, la bouteille, le gilet stabilisateur, la console, c'est toute une préparation, que des petits réglages. Ensuite vient le moment de la mise à l'eau, l'immersion totale. Les premières bouffées sont toujours particulières. Ça surprend un peu de pouvoir respirer sous l'eau. Les mouvements sont lents, on est engoncé dans son équipement, on cherche un équilibre, le plongeur adopte une position stable à l'horizontale, la tête en avant. Le bruit de la respiration est omniprésent, il nous enveloppe. Les bulles qu'on recrache passent derrière les oreilles, et cette respiration est visible. Les plongeurs recrachent des grandes colonnes de bulles qui remontent vers la surface. La respiration donne au plongeur un certain temps, ce qui lui laisse le loisir de profiter du paysage, d'aller dans le détail. Il va même d'ailleurs plus se focaliser sur les petits détails de la roche, sur tout ce qu'il peut voir de très près. Donc voici une coupe qui schématise le trajet d'un plongeur. Donc il descend un certain palier, va se déplacer horizontalement. Donc le déplacement se fait principalement en gonflant, en vidant les poumons. C'est-à-dire que quand on gonfle ses poumons, on devient plus léger, on remonte. Quand on les vide, on devient plus lourd, on descend. L'effort est presque inexistant. Un bon plongeur, c'est un plongeur qui ne fait pas d'effort, qui économise son air. Le rapport à la surface ici est très faible. Le plongeur reste immergé tout le long de sa plongée, donc c'est facile de perdre ses repères, de ne pas savoir où on se trouve. Pour l'apnée, le matériel, c'est moins contraignant. Moi, j'arrive à tout faire tenir dans un gros sac de randonnée, ce qui me permet de me balader avec et d'aller plonger là où je veux. J'utilise un carnet de croquis que j'ai pu fabriquer. Je cache les crayons dans ma manche de combinaison pour pouvoir dessiner. J'ai un appareil photo accroché à ma ceinture de plomb. Une fois que je suis équipé, il y a le moment de la mise à l'eau. Je marque souvent la transition. Je prends mon temps, je respire, je me prépare mentalement à la plongée. Ensuite, une fois dans l'eau, on a une vision en plan du paysage. On reste à la surface, on est toujours en surplombant le fond. Le rapport avec l'extérieur ici est très fort, très présent. C'est-à-dire qu'il suffit de lever la tête pour trouver des repères. On va voir le rocher, on a ses repères en plan, donc on va trouver. Et dès qu'on plonge, il y a comme une sensation d'apesanteur, une impression de voler. En plus, il y a un silence presque total. Ça peut devenir même vertigineux, surtout quand le bleu devient de plus en plus fort et qu'on ne distingue même plus le fond. Lorsqu'on plonge, les volumes changent. Bien sûr, il y a la déformation due à l'eau, mais un rocher qui paraissait tout petit vu du dessus peut être en fait plus gros que soi. Étant donné qu'en plus on a une position à l'horizontale, la tête en avant, tout devient beaucoup plus gros. Quand on regarde vers la surface, on peut être écrasé par les hauteurs des rochers, la verticalité du paysage. On peut aussi, lorsqu'on remonte, percevoir l'épaisseur de l'eau. Elle est palpable, on la voit. L'effort ici est permanent, le rapport à la surface très présent. Le plongeur descend, remonte, va faire un tour à la surface, redescend. Chaque plongée a un temps limité. On doit engranger tout ce qu'on voit dans sa mémoire. L'état physique est complètement différent. Toutes ces petites caractéristiques donnent une intensité à l'expérience de la plongée. On n'apprécie jamais plus le paysage que lorsqu'on est seul à le contempler, sans personne à qui parler. À présent, je vais vous parler des caractéristiques de ces paysages. En quoi ils sont différents du milieu extérieur. Sous l'eau, il y a deux surfaces horizontales de référence, que sont le fond et la limite entre l'air et l'eau, qu'on appelle la surface. L'espace entre les deux, l'épaisseur, elle est perceptible, comme je disais tout à l'heure. L'épaisseur de l'eau se ressent, on ne ressent jamais vraiment l'épaisseur de l'air.
La verticale est très présente dans ces paysages. Il y a une opposition entre la verticalité des formations rocheuses et l'horizontalité de la surface de l'eau. Cela donne lieu à des paysages majestueux et cadre encore l'épaisseur de l'eau. L'horizon est flou et l'étendue du champ de vision dépend de la turbidité de l'eau. La turbidité, c'est la teneur d'un liquide en matière qui le trouble. Sous l'eau, la lumière est presque palpable. Lorsqu'on se trouve dans une partie éclairée, le reste n'apparaît que comme une zone sombre. Alors que dès qu'on franchit la limite de lumière, tous les détails s'éclairent et on voit. Et la partie lumineuse devient presque trop lumineuse. Dans les faibles profondeurs, les raies de lumière viennent jusqu'à toucher le sol et danser dessus. C'est un paysage qui est en permanence en mouvement, les algues, l'eau, les poissons. Donc pour mon travail, j'ai voulu un site particulier pour avoir une démarche de projet. La calanque de Porpin, située entre Marseille et Cassis. C'est un cadre idéal pour s'installer en bord de l'eau, sous les pins et profiter du paysage. Et dès qu'on se jette à l'eau, alors on a affaire à un paysage d'une grande beauté. Lorsque le soleil du sud vient traverser l'eau et frapper le fond, on est émerveillé par cette beauté. Là, c'est un bateau. Il vient de passer juste au-dessus de notre tête. C'est pas très rassurant quand même. En effet, aujourd'hui, la calanque est beaucoup visitée pour l'extérieur et en bateau. Donc si on reprend en plan, les bateaux viennent s'avancer jusqu'au fond de la calanque ici et viennent faire des demi-tours assez bruyants en dégazant juste devant les gens qui sont installés sur les rochers à cet endroit-là. La partie réservée aux plongeurs est assez restreinte. Aux baigneurs même, parce qu'on n'a pas trop envie de s'avancer, de se prendre une hélice de bateau ou de se prendre un bateau carrément. Quand je plongeais, j'avais l'impression de plonger sur une route nationale. À chaque fois que je relevais la tête, je devais regarder à gauche, à droite, voir s'il n'y a pas un bateau qui passe. Donc on pourrait presque se demander si le paysage sous-marin n'est pas un oublié du site. Donc pour moi, le projet de paysage sous-marin, c'est pas seulement baliser un sentier sous l'eau. C'est plus amener les gens, inciter les gens à découvrir ce paysage, à leur faire partager mon expérience. La Convention européenne du paysage définit le paysage comme une partie de territoire telle que perçue par les populations. Donc si en quelque sorte on veut que le paysage sous-marin existe, il faut qu'il soit perçu. Moi je dirais qu'il faut aussi qu'il soit vécu. Donc voici une carte du projet dans l'ensemble. Donc je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que je propose aux visiteurs. Comment je suscite leur désir d'aller découvrir ce paysage. Donc on arriverait depuis Cassis, on viendrait longer la calanque de Portmiou, emprunter un sentier à l'ombre des pins, et on arriverait jusqu'à la maison du parc. Dès ce lieu, les gens auraient dans l'idée d'aller visiter le paysage sous-marin. Là, c'est le départ du sentier. Il monte progressivement à l'ombre des pins. Nul besoin de panneaux. Le sentier se suffit par son tracé à guider les visiteurs. Et on redescend jusque dans la calanque. Sur cette construction, elle se découpe en deux parties. Dans la première, on peut louer du matériel pour aller plonger. Combinaison, palgue, masque, tuba, et s'inscrire à une visite guidée. Dans la deuxième, une petite pièce, une mise en scène justement sur le paysage sous-marin de la calanque, pour tous ceux qui n'auront pas plongé et qui veulent découvrir ce paysage. Avec par exemple une maquette, comme on a pu le voir à l'entrée, une maquette en pierre. Donc maintenant, on va suivre une visite guidée. Nul besoin de balises. Les visites guidées se passent en petits groupes, 8 à 10 personnes. Il y a une bouée commune. Avec cette bouée, on économise ses forces pour se déplacer. On peut ainsi faire des plongées répétées sans être fatigué au bout de 5 minutes. On vient découvrir le pré à Posidonie où ces touffes d'herbe bougent en permanence en fonction de la houle. Le bac à sable qui illumine le fond par sa clarté. Là où la pierre prend racine, comme si la pierre était devenue végétale et qu'elle allait chercher sur le fond de quoi s'ancrer. Comme dans une mangrove. On se dirige vers la faille, qui en fonction des heures de la journée, n'a plus du tout le même visage, en fonction de la position du soleil, tantôt éclairé, tantôt à l'ombre. On continue ensuite, passant devant les prairies de Posidonie, l'épave anti-chalut et l'orgue à vagues, qui joue une musique sourde lorsque les vagues viennent se briser sur les rochers. Il y a plein d'endroits à découvrir dans cette calanque. Donc on pourrait imaginer que les gens qui souhaiteraient découvrir la calanque par eux-mêmes disposeraient de cette carte, plastifiée, pourraient l'emmener sous l'eau, et pourraient même écrire dessus, comme j'ai pu le faire, écrire leur itinéraire, écrire leur découverte. Un moyen de partager son expérience. Donc on peut distinguer différentes zones dans ce parcours. La zone de baignade, première zone des 100 mètres, l'espace du sentier sous-marin, et une zone pour les plongeurs plus aguerris qui souhaitent aller découvrir les hauts fonds et les pointes. J'ai remarqué lors de mes plongées les moments où j'étais plus apte
à capter ce paysage, c'était lorsque je remontais. Lorsque mon corps adoptait une position verticale, c'est celle qu'on utilise pour prendre la mesure, se repérer dans le paysage. Donc j'ai imaginé une bouée qui permettrait, une fois immergé au plongeur, d'adopter cette position assez facilement. De venir plonger et s'accrocher au fond, de se mettre en position verticale pour apprécier à la fois le paysage et pour essayer de mieux le comprendre, de remettre ses repères, de quitter cette position horizontale, la tête en avant, qui est presque animale, pour retrouver une position presque terrestre. Maintenant, j'aimerais revenir sur le sentier, qui ne se termine pas uniquement dans la calanque. En effet, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément aller plonger et qui se promènent dans ces calanques, il y a tout un tas de GR. Donc pour eux, j'ai imaginé un endroit surplombant sur la calanque où on pourrait installer un belvédère. Et de ce belvédère, on aurait une vision sur les fonds. Il suffirait juste de placer un dessin de ces fonds et de laisser l'imaginaire des visiteurs faire le reste. Donc pour finir, j'aimerais citer Philippe Diollet, un pionnier de la plongée qui disait « Dans l'eau, l'heure des poètes précède même celle des savants. J'y ajouterai celle des rêveurs. » Merci de votre attention. Donc, à l'issue de cette délibération, nous tenons à te remercier pour ta présentation. Commentaires et décision finale du jury. Une réflexion satisfaisante sur un sujet original sur lequel il n'existe que peu de références antécédentes. Un diplôme sur un sujet audacieux. Le jury a apprécié cette prise de risque et t'invite à prolonger ce thème et à le développer dans un cadre pluridisciplinaire. Donc, mention honorable. Merci. Bravo.